Alors, bonjour les élèves. Je suis pas là aujourd'hui. J'ai pas eu un rhume la semaine passée. Euh, et puis, je suis pas encore en état de venir à l'école. Bien sûr, ne soyez pas trop inquiets. Je ne suis pas malade. Je suis pas atteint du coronavirus. C'est pas les mêmes symptômes. Alors, inquiétez-vous pas. Je devrais être de retour, j'espère, mardi. En dépit de ça, je voulais juste vous donner quelques consignes à travers l'Internet parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis par la suite, je vous laisse le reste de la période pour travailler sur ce que je vais vous donner comme consigne aujourd'hui. Lors du dernier cours, on avait travaillé sur le document ici où on regardait aux grands principes d'éthique de la santé. On avait terminé cette partie ici. Et on est arrivé à la section, à la prochaine page, où on parle de l'idée du concept du consentement éclairé. Bien sûr, quand on parle du consentement éclairé, on doit le prendre on doit le regarder, ça va dépendre, de la nature de la décision qu'il faut prendre. Alors, bien sûr, dans ce cas ici, il faut regarder à l'information. Qui est présenté. Idéalement, ce serait au moyen d'un dialogue. Bien sûr, c'est un patient qui n'est pas capable de dialoguer, ça serait difficile. Il faut expliquer le motif. Je vais vous laisser lire tout ça en plus grand détail quand j'ai terminé, mais je voulais juste faire un survol avec vous. Bien sûr, le médecin ou l'intervenant doit donner un aperçu des options de traitement, les risques et les avantages, quelles sont les probabilités qu'il y ait des effets. Okay? C'est quoi les probabilités de succès d'un traitement. Puis ça va être quoi les impacts sur le futur, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Question qu'il faut demander, est-ce que la question est volontaire? Et puis pour voir si c'est volontaire, bien sûr, vous allez regarder ces questions suivantes. Okay? Et bien sûr, on doit prendre en considération pour un consentement éclairé la capacité du patient à prendre une décision. Puis quand vous allez regarder à vos études de cas que je vous ai données, des fois quand on travaille avec des enfants, des bébés, des affaires comme ça, ben le patient n'est pas capable de prendre cette décision-là. C'est là, dans ce cas-là, qu'il faut demander aux parents ou aux gardiens légaux des enfants pour prendre des décisions. Alors, mais dans le cas où c'est un adulte, est-ce que c'est un adulte qui peut communiquer clairement? Un adulte qui vient de subir un accident cérébral vasculaire, sa parole va être détruite. Il va dire des mots, puis ils vont pas faire de sens. Est-ce que ce patient-là peut communiquer clairement? Dans ce cas-là, non. Est-ce que le patient peut comprendre? Encore une fois, s'il est inconscient, il ne peut pas comprendre l'information. Alors, il faut évaluer, même si ça semble anodin, il faut évaluer ces effets-là. Est-ce que, puis pour évaluer ça, il faut que tu te poses la question, peux-tu démontrer sa capacité de raisonner à l'aide de l'information? Alors, en lui posant des questions, puis allant à travers de la logique, tu devrais être capable d'évaluer ça. Puis, peux-tu comprendre les répercussions sur la décision sur sa propre situation? Alors, si la solution proposée est logique, il devrait comprendre c'est quoi l'impact de la décision qu'il va prendre comme personne. Alors, il parle ici, un peu plus tard, on parle des fondements philosophiques de l'éthique médicale. OK? Je ne vais pas aller en très grand détail ici. Je vais vous laisser faire la lecture de ces sections ici. On parle on parle de différentes perspectives. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans les questions passées. C'est juste une autre façon de le voir. OK? Ce beau tableau-ci est intéressant, ça dit d'où viennent ces informations-là. Vous n'avez pas besoin de savoir toutes ces choses-là, mais c'est une fun que vous juste le survolez, que vous le lisez rapidement. Mais il n'y a rien ici à mémoriser. Le plus important, c'était dans les pages, les premières pages qu'on a lues, okay? Les 4 piliers ici, les 4 piliers traditionnels, comme on avait vu, l'autonomie, la bienfaisance, non-malveillance, la justice, puis les principes connexes tels que droit, compétence, confidentialité, divulgation, consentement éclairé. OK? Alors, ceux-là sont les plus importants. Si on continue, OK,
Euh, Ici, on parle aussi des concepts juridiques pertinents. Ici, juridique, c'est des concepts légaux. OK? Euh, on doit des fois évaluer l'intérêt véritable du patient. OK? Alors ça, c'en est un qui est intéressant à garder en compte. Le devoir de diligence. Alors, lisez ces deux choses-là. Si vous avez des questions, vous êtes incertain, demandez à votre suppléant. Ils vont pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui est écrit ici. D'autres termes légaux, il faut faire attention, il faut garder en tête le terme négligence. Alors, il faut savoir ça veut dire quoi, la négligence, et puis c'est quoi la norme de diligence. OK? Alors, comment diligent devrait être une personne, un médecin? Puis s'il n'est pas assez diligent, ben, ça tombe un peu dans la négligence. Alors, lisez ça, vous allez mieux comprendre ces termes-là. Je ne veux pas passer trop de temps avec vous autres là-dessus. D'autres choses qu'il faut garder en compte, l'éthique personnelle du médecin. Okay? On est tous des humains, même des médecins, c'est des humains. Les médecins ont leur propre conception du monde, ont leurs opinions, ont leur propre foi, leur propre croyance. Alors, des fois, le médecin en tant que tel va peut-être être en conflit avec l'éthique que toi tu présentes ou même juste la situation en tant que telle. Le retrait ou l'abstention de traitement, ça, c'en est un autre que vous allez regarder parce que dans vos études de cas, des fois, on va parler de ça. Un autre intéressant ici à garder en compte, c'est juste des termes et des situations qu'il faut connaître, c'est quoi les enjeux, le suicide et l'euthanasie médicalement assistée. Il faut bien comprendre les enjeux dans ces deux cas-là. OK? Ce qui en est par rapport à la médecine. L'autre chose, la planification préalable des soins. Alors, des testaments de vie. Alors, dans ce cas-là, ça serait des exemples de choses, comme je vous ai dit au dernier cours, si un patient sait qu'il ne va pas être capable de prendre des soins, ou des fois, on va donner cette planification-là à notre conjoint ou notre conjointe, dans le cas où que je suis, je sais pas, incapacité, ma femme peut prendre mes décisions pour moi ou mon conjoint peut prendre des décisions médicales à ma place si je ne suis pas capable de le faire. OK. Puis l'idée ici, on parle de la procuration. En anglais, on parle du terme power of attorney, transfert de l'autorité de prendre des décisions à une personne désignée. On en a parlé un petit peu lors du dernier cours, mais ces termes-là, j'aimerais que vous les lisez puis que vous veniez à les comprendre plus ou moins. C'est encore une fois un peu un exercice de vocabulaire. OK. Bien sûr, les enseignants ont des codes de déontologie, oui. Mais dans ce cas ici, on parle des codes de déontologie qui est un peu comme les règlements de comment agir si on est un professionnel. Donc, dans ce cas ici, les médecins, l'Association médicale canadienne a un code de déontologie. Alors, ça donne c'est quoi les responsabilités fondamentales d'un médecin. Ses responsabilités envers les patients, responsabilités générales et ainsi de suite. Il ne les donne pas, mais il vous en donne quelques exemples intéressants. Je vous en donne quelques exemples intéressants. Alors, passer à travers du code de déontologie des médecins, c'est intéressant. Ça va peut-être vous donner une meilleure perspective de pourquoi les médecins agissent comme tels quand ils vous communiquent. Puis comment est-ce qu'ils viennent à prendre des décisions. Parce que ça va vous aider quand vous allez analyser vos études de cas, de mieux les analyser puis mieux prendre position parce que vous allez utiliser toutes ces informations ici qu'on voit ici. Vous allez utiliser toutes ces informations-là pour appuyer vos arguments. OK. Alors, la dernière petite section ici, prendre une prise de décision éthique. Comment le faire? OK. Alors, on commence dans les consignes. Puis ici, c'est où que vous allez utiliser cette section ici. À partir de là, quand vous allez étudier votre étude de cas, j'aimerais ça que vous le regardez puis vous comparez à cette procédure-là pour voir si ça suit. Ça devrait se suivre. OK? Et puis, vous allez voir, j'aimerais que vous fassiez l'exercice ou que vous présentez votre étude de cas à vos amis sans leur dire le résultat et qu'ils essayent de passer à travers cette procédure. Alors, la première chose, bien sûr,
Avant de prendre une décision, il faut décrire le cas, simplement en incluant les données pertinentes. Alors, des choses qui ne sont pas importantes, il ne faut pas en parler, mais il faut bien comprendre le problème avant de l'attaquer. Ça, c'est certain, c'est naturel. Deuxième chose qu'il faut faire quand on veut prendre une décision d'éthique, il faut préciser c'est quoi le dilemme, c'est quoi les enjeux. Il faut regarder c'est quoi les options possibles. S'il y a une option qui est impossible, ben pourquoi le considérer? OK? Il faut énumérer les facteurs essentiels dont il faut tenir compte. Puis ça ici, c'est ce qu'on a vu au début, n'est-ce pas? L'autonomie, la bienfaisance, la justice, OK? Le contexte, OK? Ensuite, une fois que tu as pris en considération toutes ces choses-là, ben là, puis en regardant tous les documents que je vous ai présentés, vous allez tout considérer, puis faire une proposition de résolution. Examiner ce choix de façon critique, okay? Formuler comme maxime générale, examiner la plausibilité. Et de mieux tu fais, de mieux qu'est-ce que tu penses qui est bien selon les informations et selon les principes que vous avez énumérés en 4. Si vous êtes capable de justifier votre décision, puis vous pensez que c'est bien, c'est très rare que vous allez vous faire prendre à prendre une mauvaise décision d'éthique. Mais encore une fois, l'idée ici d'une prise de décision éthique, c'est que c'est jamais facile. Et puis dans certains cas, dans 2 cas presque identiques, des fois 2 décisions différentes peuvent être prises. Alors, c'est juste des termes en anglais ici qui peuvent vous aider, que vous allez peut-être reconnaître. Si ça c'est quelque chose qui peut vous aider, vous pouvez regarder à ces termes-là. Okay? Ici, donne des enjeux éthiques, des exemples, des enjeux éthiques intéressants. Okay? J'ai envie de lire dépistage prénatal. Celui-là, vous pouvez lire, c'est pas mal intéressant. Alors, vous pouvez regarder à ça. Vous pouvez aller regarder l'exemple sur l'éthique en recherche. Ça, c'est un autre intéressant à lire. OK? Et puis, avec ça, vous êtes à la fin du document. Alors, pendant cette période-là, ici, j'aimerais que vous puissiez de lire le document avec les sections que je vous ai montrées aujourd'hui. Si vous voulez le faire en sous-groupe de quelques élèves, ça me va. Et puis, une fois que vous avez fait ça, je veux que vous commenciez à regarder à votre étude de cas que je vous ai donnée lors du dernier cours et commencer à réfléchir et voir et l'analyser en prenant en compte les 4 piliers traditionnels de l'éthique médicale et en prenant en compte bien sûr les principes connexes et essayer de voir si vous pouvez venir à la même résolution qui est dans votre étude de cas. OK? Alors, bien sûr, dans l'examen ou dans un quiz ou quelque chose qui va venir, ça se peut que je vais vous proposer une étude de cas. Je ne vais pas vous donner le résultat ou la décision. Je vais vous donner les informations et vous allez devoir être capable de faire référence à ces concepts-là pour justifier votre réponse. OK? Je vous laisse faire ça et puis je devrais être de retour à l'école demain matin et on pourra en parler en plus grand détail. Bonne chance, bonne fin de journée.